Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, mais étant donné l'état de ma voix, Estelle, ma complice et amie, va vous aider à partager cette émission et je prendrai son rôle, à savoir celui de chroniqueur. Ma chère Estelle, merci. Mais je vous en prie, merci Guillaume. Je vais essayer d'être votre voix un peu plus féminine aujourd'hui, donc ravi de vous retrouver tous. Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe, qui nous accueille comme toutes les semaines. Merci beaucoup. À vos côtés, Alain Gerlache, donc de la RTBF. Et enfin, Michel Cherouti, à mes côtés, toujours de la RTS, notre quota suisse. Donc, nous allons donc... C'est le quota féminin, moi je suis le quota suisse. Exactement. Nous allons donc revenir sur les grands sujets, enfin sur les grands sujets culturels de la semaine. Tout de suite, un petit avant-goût avec le sommaire. Avec plus de 300 événements artistiques majeurs, Mons, qui devient ce jour officiellement capitale européenne de la culture, va aimanter les regards de la francophonie et nous verrons si un événement culturel d'envergure tel que celui-ci peut doper économiquement une région. Les frères Goncourt, Boileau et Narcejac, et aujourd'hui Raven et Giacometti, ou encore Philippe Clément et Sigolène Vincent, ils ont tous en commun d'écrire en tandem. Processus fascinant que nous évoquerons. Ils peignent, sculptent, jouent, chantent, photographient. Certains artistes ne peuvent s'empêcher de toucher à tous les domaines artistiques. C'est notamment le cas de Charles-Élie Couture qui illustrera notre débat sur ces artistes polymorphes. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Donc ce week-end, Mons va devenir donc la capitale, une des capitales européennes de la culture 2015, avec la ville tchèque de Pilsen. Alors capitale européenne de la culture, c'est un titre attribué pour un an à une ville européenne. C'est un sacré défi pour Mons, car c'est une ville de moyenne importance, je peux dire, Alain. Oui, voilà, moins de 100 000 habitants. Moins de 100 000 habitants. Alors les Montois vont-ils faire comme les Lillois en 2004 ? On se rappelle que Lille est devenue sexy à ce moment-là, ou les Marseillais en 2013, et bénéficier du formidable impact économique de cette opération. Une question que nous nous poserons après ces quelques images. On dit de la Belgique qu'elle est la patrie du surréalisme. Il suffit de venir en train à Mons pour le constater. L'ancienne gare a été démolie et la nouvelle ne sera pas prête avant 2 ans. Mais même si elle se fait attendre, la nouvelle gare est bel et bien liée à Mons 2015, capitale européenne de la culture. Mons 2015, c'est un projet à l'image de la région. Elle tente aujourd'hui de se redynamiser en accueillant de nouvelles activités, en phase avec le XXIe siècle. Il était temps. Sa richesse d'hier, le charbon, l'or noir, s'est transformé au fil du temps en plomb. La région a souffert et compte encore aujourd'hui 20% de chômeurs. Une région économiquement sinistrée avec un joli centre historique, voilà qui rappelle un peu Lille. Une ville qui, il y a 10 ans, a précisément profité de son statut de capitale culturelle européenne pour transformer son image. Alors Mons 2015 va-t-il réussir aussi bien que Lille 2004 ? On estime qu'1 euro investi en a rapporté 6 fois plus. Attention aux comparaisons, prévient cet homme chargé de chiffrer les retombées. Dans le cas de Lille, le territoire, l'arrondissement lillois est beaucoup plus important en termes de taille que l'arrondissement de Mons. Et donc il y a une offre entrepreneuriale qui est beaucoup plus importante sur le territoire lillois que sur le territoire montois. On l'a compris, Mons n'est pas Lille. Et à ce stade des chiffres précis, c'est mission impossible. Mais là je suis bien incapable en l'état maintenant de vous dire si, dans quelle mesure, pas si, mais dans quelle mesure l'impact va être un multiplicateur de 3, de 4, de 5 ou de 6. Ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Avec ses 100 000 habitants, la petite ville de Mons souffre d'un déficit de notoriété. Dans les guides touristiques, on lui donne tout juste une petite étoile, arrêt facultatif en somme. La ville est pourtant charmante et il s'y est passé des choses. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Ces vers de Verlaine ont été composés dans cette prison. C'est aussi dans la région de Mons que Van Gogh commence sa carrière de peintre. La culture, ça vous change une image. Or, l'image, c'est capital et pas seulement pour le tourisme. Le tourisme n'est pas négligeable du tout. Il y a des emplois qui sont liés au tourisme, il y a la création de valeur ajoutée. Mais ce qui est très important au-delà du tourisme, c'est tout simplement l'image, le fait d'exister sur une carte, d'avoir une image positive, parce que ça permet aussi, à terme, de faire venir des entreprises. Et la culture est un instrument de développement économique à part entière. Cette idée a été récemment adoptée par bon nombre d'économistes. Oui, l'idée que culture et économie finalement vont ensemble est une idée relativement récente, c'est exact. Aussi parce qu'il y a une industrie de la culture qui est en train de se développer, donc une industrie avec la production de biens ou de services. Et on y va. Répétition et action. Voici précisément un court-métrage tourné dans l'hôtel de ville à l'occasion de Mons 2015.
l'histoire d'un homme qui se fait passer pour un descendant de Van Gogh. Bref, être capitale culturelle permet d'attirer sur soi tous les regards, mais attention de ne pas se bercer de fausses illusions. Ok, c'est coupé. On se remet en place, s'il vous plaît. Pour que ça réussisse, il faut une cohésion citoyenne. Citoyenne, ça veut dire qu'il faut les acteurs institutionnels soient derrière les différentes activités. Il faut que les acteurs académiques universitaires soient présents. Et donc, il y a un processus global de réflexion et de cohésion qui doit être omniprésent tout au long de l'année 2015. Être capitale européenne de la culture peut participer à la métamorphose d'une ville. Pour le réussir sur le long terme, il faut un peu de chance, alors touchons du bois. Ou bien, comme on le fait ici, la tête du petit singe. Parole de Bontois, ça porte bonheur. C'est garanti sur facture. Donc Jack Lang, c'est vous qui avez eu cette incroyable idée donc, de lancer des capitales européennes de la culture avec le succès que l'on sait. C'est Mélina Mercouri et moi-même. Nous étions tous deux ministres de la Culture, elle de la Grèce et moi de la France. Et c'est en 1984, je crois, nous avions réussi, c'était une première, à réunir, ce qui paraît aujourd'hui une évidence, les ministres de la Culture de ce qu'on appelait à l'époque la Communauté économique européenne. Et quand on s'est retrouvés à Athènes pour cette première réunion, nous n'avions pas la moindre idée de ce que nous pourrions soumettre à nos collègues. Et c'est le soir, autour d'un peu de bon vin grec, que cette idée... Résiné, moi j'aime beaucoup le vin résiné. Je fais partie d'ailleurs d'un club d'amateurs de résiné. Et on a inventé cette idée qui paraissait presque banale ou presque simpliste, une idée un peu carte postale. C'était, et si chaque année, nous proposions qu'une ville soit désignée comme capitale culturelle de l'Europe, vers cette ville convergeraient les spectacles, les expositions, les événements. Mais nous ne pensions pas, très franchement, qu'un jour, cela prendrait cette puissance, cette force assez incroyable. Mais ce qui est original, c'est vrai que ce sont des villes souvent qui ne sont pas très sexy. On pense à Glasgow, Liverpool, même Lille. En son temps, en 2004, personne n'avait vraiment l'idée d'aller dans le nord pour faire la fête, pour aussi se cultiver. Et donc, Mons, ça va être comment ? Il y a eu aussi Anvers. Oui, évidemment, mais Mons est une ville qui a ses richesses architecturales, mais qui est aussi au cœur d'une région sinistrée, et c'est aussi au cœur de la démarche. Cela dit, ça démarre sur un fond un peu complexe. Hein. Il y a quand même un certain nombre de polémiques. Ça n'existait peut-être pas en 1984, mais sur faut-il dépenser autant d'argent maintenant en période de crise, etc. Mais bon, ce sont des polémiques qui sans doute disparaîtront parce qu'il y a quand même 300 événements, il y a 17 villes associées, parce que ça c'est aussi un phénomène intéressant. Mons est la capitale en tout cas pour l'Europe occidentale, mais il y a aussi des villes associées en Flandre et en France. Et puis, il y a aussi une véritable dynamique participative dans la ville. Il y a aussi une volonté de mettre l'accent, sans doute n'en parlait-on pas non plus en 1984, sur le numérique comme véhicule culturel, mais aussi comme élément de dynamisation socio-économique. Et donc, moi, je crois que ce qui fera le test fondamental, c'est de savoir quelle sera la réaction du public. Et je pense que la réaction du public sera favorable parce qu'il y a un programme très riche qui s'adresse à plein de gens, qu'il y a une véritable campagne de promotion, on peut le dire comme ça, autour de cette opération qui fait en sorte que, sans doute, elle va s'adresser à pas mal de gens, bien au-delà de la région de la ville de Mons et peut-être même de la Belgique francophone. On rappelle les chiffres quand même, c'est vrai qu'il y avait 9 millions de visiteurs à Lille, 10 millions à Marseille, c'est vrai que Mons peut espérer aussi voir un public plus large venir découvrir cette ville. C'est un catalyseur économique, on l'a dit. Hein, et qui peut se pérenniser, c'est important, et qui peut être pérennisé au-delà de cette année, c'est fondamental. L'avantage de la perspective, c'est de penser au changement d'identité d'une ville. Il y a 30 ans, on sort des études, ou même avant, qu'est-ce qu'on fait ? On va à Athènes, en Grèce, pour voir le Parthénon. On va à Florence pour voir le musée des Offices. On va à Londres parce qu'on va voir la tête britaine. On va chez Alain en Belgique pour voir les Flamands, etc. En fait, c'est un monde qui est totalement cartographié socialement, répertorié. Ça ne bouge pas, ça n'a pas bougé pendant des siècles. Le fait tout d'un coup de considérer que des villes plus marginales, plus ouvrières, plus
rock'n'roll, plus inattendu, c'était le cas de Marseille, retrouve ou fasse partie justement d'un patrimoine culturel extrêmement important, surtout on prend le cas de Marseille avec évidemment les flux migratoires, c'est fondamental. Autrement, on fige une situation et on décide qu'il y a 10 capitales dans le monde. Il y a ce que vous dites qui est vrai. Puis par ailleurs, pour avoir suivi quand même comment ce petit bébé a grandi, j'ai observé que les plus grandes réussites, ce sont de capitales européennes, se sont déroulées dans de petites villes ou dans des villes moyennes. Les deux plus grands échecs, ce fut l'échec des 2 villes des ministres fondateurs. Athènes, c'était la première année. Ah oui, mais Paris. C'était déjà des villes qui étaient connues. Voilà. Et Paris, c'était en 89, mais il y avait la concurrence du bicentenaire de la Révolution française, dont j'étais par ailleurs le ministre. Mais voilà, ça a été choisir 2 grandes capitales, c'est une erreur. Choisir au contraire des villes inattendues, inhabituelles. Et pour lesquelles c'est une opportunité. Et pour lesquelles, puis elles s'engagent à fond, elles y croient, elles se battent. Une mauvaise image, parce que c'est vrai que Marseille avait beaucoup de travail à faire pour avoir une image culturelle. C'est pas exactement l'idée qu'on sait de Marseille. Et donc Michel, vous nous enviez un peu, enfin vous enviez oui, non, enfin bon, la Suisse, pays de l'Union européenne, cette capitale. L'Union européenne, donc ça viendra un jour. Je ne sais s'il faut le dire, le souhaiter ou pas, je ne vais pas exprimer mon opinion personnelle, mais enfin voilà, on verra ce que l'histoire permettra. Et c'est vrai que la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, donc elle n'a pas eu de ville qui a participé à cet événement. En même temps, on peut voir effectivement l'impact économique que peut avoir une région qui se développe culturellement. On peut penser à Montreux, avec le festival de jazz qui est devenu une capitale finalement mondiale et qui bénéficie au quotidien durant l'année de la place de ce festival. Mais la question moi, qui me venait à l'esprit quand je vous écoutais, c'était de me dire on consomme la culture en 2014 de manière très 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 différente qu'en 1984. Aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui, hormis peut-être pour des familles ou des jeunes qui étaient baignés dans une certaine culture dès le départ, comme vous le disiez Guillaume, on allait à Athènes, on allait à Londres, on allait à Rome, ou au musée des Offices, à la galerie des Offices à Florence. Stendhal déjà il est. Oui, mais c'était pas le réflexe pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une véritable démocratisation des expositions, des musées, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 30 ans. Est-ce que le fait d'avoir organisé un événement comme celui-ci, pensez-vous, je pose la question à tous les 4, est-ce qu'éventuellement ça a participé de cette démocratisation de la culture, de ce réflexe aujourd'hui qui est beaucoup plus grand chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça n'était le cas il y a 30 ans, d'aller voir un musée, d'aller voir une expo, de rendre aussi la culture beaucoup plus attrayante. Mais à Marseille, on a vu le Mucem, par exemple, ça a été l'occasion de créer, d'inaugurer le Mucem qui a eu le succès qu'on sait. Donc oui, effectivement, je pense que, Jacques Lang, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais c'est vrai que ça lance des initiatives et ça permet aussi d'avoir des projets de grande envergure. C'est évident, mais d'ailleurs, on le constate, des villes industrielles ou des villes moins en vedette, tout à coup bénéficient d'un coup de fouet intellectuel, culturel et économique. Et alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on est toujours en train de pleurnicher de grains sur tous les sujets possibles et imaginables, notamment en France. Mais quand même, aujourd'hui, il y a une passion pour les arts, pour la culture, une soif de savoir, alors qui n'atteint pas tout le monde, mais il y a un enthousiasme. Alors, la capitale européenne est une opportunité, mais il y en a d'autres qui font qu'aujourd'hui, la culture n'est pas synonyme d'enfermement, de repliement, d'excommunication. En tout cas, sans nuire jamais, disons, à l'excellence, à la recherche ou à la création. Mais il y a beaucoup de subventions qui sont données par l'Europe, notamment. C'est vrai que vous le disiez, Alain, Elio Di Rupo a été critiqué. Est-ce que parfois, ce n'est pas un prétexte non plus d'être capitale européenne de la culture pour subventionner autre chose qui n'ont rien à voir avec la culture? On a aussi critiqué à Marseille la rénovation du Vieux-Port, je crois. Oui, mais ça faisait partie quand même d'un ensemble. Je crois que vous évoquiez le Mucem, le musée des civilisations méditerranéennes. C'est un projet qui était antérieur à la décision de nommer Marseille capitale européenne. Mais finalement, ça a été un élément important pour la réussite de la candidature de Marseille. Et ça a contribué à la transformation, oui, c'est vrai, de l'urbanisme, de la façon dont la relation avec la mer elle-même a été conçue. C'est une transfiguration. Et après tout, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas un événement seulement
d'un moment, d'un jour. Voilà. C'est pas éphémère. Et ça peut contribuer à métamorphoser, à transfigurer une ville, une région. Là, le pari est gagné. Mais il y a tout un débat chez nous actuellement aussi en arrière-fond sur le financement des institutions culturelles. J'y ai déjà fait allusion ici, la Monnaie à Bruxelles, l'Opéra, etc. Et alors, il y a cette citation sans doute apocryphe, mais quand même excellente, de Churchill qui revient régulièrement dans le débat politique autour de la culture. Pendant la guerre, il est interpellé au Parlement par un député de son propre parti qui lui dit « Mais arrêtez les financements de la culture, les musées, etc. » Enfin, je ne sais pas si on parlait de financement de la culture, mais mettez tout sur l'effort de guerre. Et Churchill répond « Mais alors, pourquoi nous battons-nous » Et finalement, c'est merveilleux. Même si c'est sans doute... Alors, c'est en tout cas, vous êtes très voilà. Mais la phrase est très churchillienne et surtout, elle indique quel est le sens de la démarche. Ouais. Dans cet esprit, j'ai inventé, si j'ose dire, une phrase... vous inventez aussi des phrases de Churchill? Oui, non, pas de Churchill, de Monnet. Dans cette période-là, justement, en 84-85, j'avais utilisé la formule, mais au conditionnel, mais c'est stupide de ma part. Et si Jean Monnet revenait aujourd'hui, ne dirait-il pas « Nous aurions dû commencer par la culture » Simplement. Ensuite, cette phrase au conditionnel a été transformée par tel ou tel ministre par une phrase au... C'est ça la vie éternelle. Au présent. Là, on peut se méfier par la vie Jean Monnet regrette que la culture n'ait pas été... Ce qui était idiot d'ailleurs, parce que je crois qu'il a bien fait, Jean Monnet, de commencer à mettre ensemble le charbon, l'acier, et la culture et reconstruire les pays qui avaient été massacrés par la guerre. Mais le phénomène culturel et le développement économique, c'est fondamental. Mais je pense que c'est important pour des populations qui portent le poids de décennies de crise, qui doutent d'elles-mêmes, de leur avenir, etc. Parfois avec des générations de chômeurs qui se suivent, essayer de leur redonner un peu de fierté, je pense que c'est fondamental. Grâce à ce statut donc, de capitale européenne de la culture. Alors les tweets, c'est une tradition, donc je prends la relève de Guillaume Durand avec une voix fatiguée. Alors le premier tweet est un tweet du site officiel du tourisme belge qui partage la célébration de Mons, capitale européenne de la culture, par le guide du Routard en 2015. Un autre, celui d'André P., qui nous propose un cliché de la grande place de Mons, désormais capitale européenne de la culture 2015. C'est vrai qu'on la connaît peut-être pas si bien que ça, la grande place donc, de Mons que vous découvrez à l'écran. Elle est absolument superbe. Il y a un très beau un mot pour dire aussi qu'un autre événement culturel, mais je ne vais pas trop insister, ce sera le bicentenaire de la victoire à Waterloo. Voilà, et là, on a la chance, donc c'est vraiment, on rappelle que c'est vraiment le jour officiel. Je rappelle que même on est le jour même aussi de vraiment le jour, l'inauguration officielle de Mons, capitale européenne de la culture, avec donc cette ville qu'on connaît aussi, peut-être un peu moins, qui est Pilsen, donc une ville de la République tchèque. C'est de là que vient le mot la Pils, la bière. Voilà. Vous voyez un lien entre les deux villes. Alors merci Jack Lang, on rappelle que votre exposition Le Maroc contemporain se prolonge jusqu'au 1er mars. C'est énorme. Un tabac. Voilà. D'ailleurs, c'est justifiant. On en avait parlé avec vous, Guillaume, et avec vous tous. Donc, c'est une belle exposition à voir encore. Donc, merci Jack Lang. Dans un instant, c'est Julie Laferrière qui va nous rejoindre de TV5 Québec-Canada. Et nous parlerons de l'écriture à 4 mains des frères Goncourt à Giacometti et Ravenne. L'écriture en duo traverse les temps, les styles. L'écriture, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est une activité très solitaire. Et pourtant, il y en a qui veulent faire ça à deux. Pourquoi pas? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe... Oui, bon, on va s'arrêter à deux, l'écriture à 4 mains. Philippe Clément et Sigolène Vincent sortent donc leur 3e polar, c'est en duo, j'ai eu la chance de les rencontrer. Et Philippe Clément étant chirurgien, il nous a reçus dans un bloc, ce qui est assez original. Regardez. Le duo Kleinman-Vincent est de retour avec Substance. C'est leur 3e polar, le 3e volet des aventures de Benjamin et Koch. L'ancienne avocate et le chirurgien ont trouvé leur modus operandi. Je fais un plan détaillé et ensuite je le soumets à Sigaud. Je rajoute quelques personnages, quelques situations et en fait, généralement, c'est moi qui démarre l'écriture à proprement parler, en fait. Et ensuite, ça fait un va-et-vient, c'est-à-dire que les chapitres vont de l'un à l'autre par Internet. Ce va-et-vient a duré 1 an et demi et le plus compliqué dans l'écriture à 4 mains, c'est d'accepter les critiques de l'autre.
On ne doit pas prendre les rayures pour des attaques personnelles. Jamais. Écrire à deux, ça doit être un plaisir, donc on laisse son ego un peu de côté, et puis ça va. Voilà, par contre, pour la radio, à ce moment-là, si c'est bien, il faut... Chirurgien du thorax, Philippe Kleinman avait peu de temps pour écrire, mais beaucoup d'idées, puisées dans une base de données gigantesque, le milieu médical, un univers qui a séduit Sigolène Vincent. C'est pour ça qu'elle a accepté de se lancer dans cette aventure littéraire, mais pas seulement. Comme ça. On me disait souvent que j'écrivais bien rien. Donc pour moi, c'était un exercice, c'est-à-dire que je me suis pliée à des codes d'écriture, de romans qu'on appelle de genre. Et en réalité, ça m'a aidé, moi, à écrire ensuite mes propres histoires qui finalement ont trouvé preneur. Peut-être parce que j'ai acquis une certaine technique et à moins me reposer sur le style et à travailler un peu plus mon histoire, en fait. Un brancardier pour la salle 8 pour la sortie du patient, merci. Et voilà comment on se retrouve à l'hôpital Lariboisière, l'un des plus anciens établissements de Paris, avec le chirurgien Benjamin Chopsky, l'un des deux héros de Substance. Cette fois, Philippe Kleinman a puisé son inspiration dans sa boîte à pharmacie. Pareil pour... Quand on se fait opérer, on se fait endormir, et à un moment, on s'abandonne complètement au chirurgien en lui laissant toute latitude pour faire ce qu'il veut. Et cette situation est très anxiogène, en fait, quand on y pense, et ça nécessite une confiance du patient. Et j'ai voulu jouer là-dessus. Sa chambre d'hôpital était étrange. Aucune fenêtre, un silence de plomb en dehors du bip, 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 synchronisé à son rythme cardiaque. Un médecin psychopathe qui séquestre ses patients et les tue, un cartel de Mexicains très énervés qui débarquent à Paris, Substance est un polar médical surdosé, l'imagination du docteur Kleinman est débordante. Et bonjour Julie. Bonjour Estelle. Ravie de vous retrouver. Est-ce que les Québécois aussi sont assez férus d'écrire à quatre mains? Je trouve que c'est un phénomène qui est très impressionnant en littérature. Je vous dirais que la création littéraire pure à deux têtes et quatre mains, si on est ambidextre, est plus rare que plutôt sous forme d'essai. Par contre, on va retrouver cette forme de création-là peut-être plutôt en cinéma, quand un auteur va travailler de front son scénario avec le réalisateur, ou alors carrément les frères Cohen ou les frères Dardenne, où là, il y a vraiment une symbiose dans l'univers et l'imaginaire de deux créateurs, ou ça peut même être plus. Mais moi, je serais contente de vous présenter des ouvrages ou des essais qui ont été faits à deux têtes ou deux mains, dont un qui date pas d'hier, ça date de 1996, et je triche un peu parce que c'est signé que par une personne, c'est-à-dire Laurent-Michel Vacher, qui a témoigné d'une amitié digne de Montaigne et la Boétie, si on veut. C'est-à-dire une amitié tellement forte que quand son ami est décédé prématurément, il a décidé de témoigner de leur amitié en relatant leur dialogue, leur conversation. Et ça donne Dialogue en ruine. C'est vraiment très, très, très beau. Et alors, on peut le trouver aux éditions Libère. Et dans un autre ordre d'idée, il y a deux romanciers québécois. Donc, Dominique Fortier, c'est une femme, et Nicolas Dickner, qui, eux, ont revisité le calendrier républicain. Alors, ils ont décidé d'entamer, eux aussi, un dialogue à travers les jours, les mois, les décades de ce calendrier qui n'aurait existé que 12 ans. Et vraiment... Hélas. Mais oui. C'était tellement beau, c'est l'œuvre de Fabre-d'Églantine. Oui, Fabre-d'Églantine. Vous connaissez Fabre-d'Églantine. Alors, je vous annonce en grande qu'aujourd'hui, 24 janvier, nous serions donc dans la 3e décade de Vendémiaire, le Quartidi Vendémiaire. Donc, à chaque jour... Très poétique. Oui, à chaque jour ne suffit pas son sein, mais bien son légume racine, sa fleur ou son outil. La saison. Alors, chaque jour, Dominique et Nicolas échangent sur leur quotidien, mais vu à travers ce calendrier si beau. Alors, ça s'appelle Révolution. C'est vraiment très beau. C'est un très bel objet aussi. Et c'est... Oui, on a envie de le Vous avez le droit de l'envoyer, parce que Guillaume fait souvent ça dans l'émission. Hein. Il fait des lancers d'ouvrages. Non, mais en plus, c'est en relief. C'est vraiment beau. Oui, c'est très beau. Bon, je crois qu'Alain a mis une option. Guillaume, je suis désolée pour vous. Mais souvent, en même temps, ça fonctionne. On a l'impression que ça fonctionne. Boileau était considéré comme le spécialiste de l'intrigue. Narcejac était considéré comme le scribe du tandem.
ça fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui écrit l'intrigue et l'autre après qui vient nourrir les personnages, ou c'est une fausse idée que j'ai de l'écriture à quatre mains? Je pense qu'il y a autant de situations qu'il y a d'exemples, et on a cité les frères Dardenne. Je pense pas qu'eux-mêmes pourraient expliquer, d'autant plus qu'ils sont frères. Donc là, en plus, on est encore davantage dans l'immixtion de l'un et de l'autre, qui pourrait expliquer quelle est l'alchimie, même si l'un peut avoir une préférence pour tel ou tel aspect. Cela dit, je pense aussi que c'est un phénomène ancien dans d'autres domaines, l'opéra, même au XVIIIe siècle. Le compositeur ne connaissait peut-être pas ou ne rencontrait peut-être pas physiquement le librettiste. On communiquait déjà à l'époque autrement. Et je pense que c'est appelé à évoluer. Il y a un phénomène très intéressant qui est en train de fleurir actuellement. C'est un phénomène littéraire aussi qui s'appelle The After. C'est un livre participatif écrit sur Internet, mais presque sans le savoir, par une jeune Texane de 25 ans, Anna Todd. En fait, elle est grande fan, comme Michel, du groupe boys band britannique One Direction. On m'avait dit que vous étiez un grand fan. Non, c'était une blague. Et donc, elle a commencé... Alors, il va falloir mettre vos fiches. Oui, ça paraît en français. Ça paraît en français. Oui, non, le livre paraît en français. On en fera un film. Et en fait, elle s'ennuyait le soir. Elle a commencé à écrire sur son téléphone intelligent, comme on dit au Québec, sur son smartphone, comme on dit ici. Elle a commencé à écrire une histoire, mais elle les a publiées sur les réseaux sociaux. Et comme, évidemment, c'est un groupe phénoménal, en tout cas par son succès, il y a toute une série de fans qui sont venus ajouter des intrigues, des aspects en disant non, c'est pas possible, il faut que ce soit... Et donc, finalement, ça s'est constitué... Très sexuel. Oui, évidemment. Et ça paraît en français. Mais non, mais c'est parce que, c'est l'idole des jeunes filles en fleurs. Ouais. Et donc, ce groupe... J'aime bien quand vous parlez des jeunes filles en fleurs. Mais quand même, c'est une émission culturelle, donc il peut y avoir des références qui ne sont pas exactement celles des One Direction. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tout s'est constitué. Et alors, quand on va voir le livre sur Internet, elle s'excuse, je ne vais pas dire en première page, mais elle s'excuse des fautes de frappe, vu qu'elle l'a écrit ça sur un tout petit écran. Mais bon, ça s'est développé, et ce qui est phénoménal, c'est comment bien plus que 2 personnes ont participé à la rédaction d'un livre. Je ne pense pas, je ne l'ai pas lu, je ne pense pas que ça va lui valoir le prix Nobel de littérature un jour, qui sait. Mais c'est qu'une expérience intéressante. Et surtout si après, parce que c'est toujours ça qui est intéressant, ça peut amener des gens à s'intéresser aux livres, à la littérature, surtout dans cette génération, c'est peut-être pas perdu. Mais pour revenir au processus à 4 mains, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment qu'ils l'ont expliqué dans le sujet, c'est qu'on place son ego de côté. Et c'est peut-être pour ça qu'on est obligé d'être un peu plus efficace ou d'aller à l'essentiel, parce qu'il y a quelqu'un à côté qui vous dit non, là tu t'égares. Il faut accepter la critique de l'autre. Je trouve ça assez intéressant et productif. Non, alors c'est plus qu'intéressant, c'est paradoxal dans l'acte de création, parce que souvent l'acte de création, moi c'est ça qui me fascine dans l'écriture à 4 mains ou dans tout processus de création qui est multiple, c'est que l'art, souvent, me semble être une volonté d'expression personnelle, ou en tout cas d'un ego qui est bien, voire surdimensionné, et cette capacité justement à fonctionner en duo ou même en groupe, moi j'avoue que je suis toujours très surpris de ça, et je suis d'autant plus surpris de ça qu'on a rarement accès aux clés du mystère, du fonctionnement. Et cette capacité d'abnégation ou d'oubli de soi au profit de l'autre, et puis cette méconnaissance quant au processus véritablement mécanique, quant à la manière dont les choses se font, participe de ce mystère, et pour moi de cet émerveillement qui paraît contraire. Mais Jean Fauque, le parolier de Bachung, le parolier de Bachung explique lui aussi qu'il a du mal à expliquer ce processus. Il a du mal à mettre des mots. Il explique dans Oser Joséphine, il lui donnait beaucoup d'écrits, et après c'est un Bachung qui rajoutait ses propres notes, et il se demandait comment il arrivait au final à sortir une chanson. C'est vrai que c'est un processus assez étonnant. Je pense que c'est pas du tout un artifice, pas du tout une curiosité, mais fondamentalement quelque chose d'assez profond, qui consiste à ne pas être seul, mais à avoir une sorte de confident, d'ami, quelqu'un avec qui on partage quelque chose de fondamentalement intime. Parce que le lecteur, au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Je vois Boileau et Darcejac. Les grands auteurs qu'on aime, Molière, Racine, Faulkner, qu'est-ce qu'on recherche tous? Un ami.
On se dit, tiens, je vais lire Faulkner, je vais lire Sanctuaire de Faulkner, et on va voir qui? Faulkner, comme je vais voir Alain au café. Je suis très content d'aller voir Faulkner. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un seul ami, on peut en avoir plusieurs. Et ça, je trouve ça assez magique. C'est bien, c'est sûr, parce que je pose des questions ou des doutes. Et puis, voilà, et Guillaume répond. Merci Guillaume. Donc voilà, c'est vachement intéressant. La création où on sollicite l'imaginaire de l'autre et où, en contrepartie, on est sollicité à son tour, ça donne souvent un objet qui est à l'extérieur de l'un et l'autre, mais qui donne quelque chose en soi qui est hyper riche. On a effleuré le mystère, on a essayé de comprendre, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi simple que ça, avoir un ami, en tout cas une âme sœur dans la littérature. Oui, il y a des écrivains dont on devine par avance. Par exemple, on prend Proust et Céline, c'est impossible. Il y en a un qui construit une espèce d'architecture folle et l'autre qui est dans une colère permanente et qui tape sur la table avec des points d'interrogation, des tirets, qui insulte tout le monde, qui côtoie la mort. Et ça, c'est et d'ailleurs, s'il le partageait, il n'y aurait plus d'œuvre. Donc ça dépend des cas. Alors, on aurait aussi pu parler de Lennon et McCartney. Enfin, c'est vrai qu'il y a des exemples foisonnants, que ce soit dans la littérature, la musique. Donc, Anatole, grâce à vous, on sait, enfin on le rappelle, donc c'est sorti en France aux éditions Hugo et compagnie, donc Les Jeunes Filles en Fleurs avec Alain Gerlache. Et on va continuer avec les tweets, alors avec un petit, un peu moqueur, un petit tweet de Johan Gradziro, étudiant, qui s'interroge. Une écriture à 4 mains, c'est un qui écrit et 2 autres qui tapent parce qu'il est trop lent. Voilà, vous apprécierez l'humour de ce jeune homme. On continue avec un tweet de Chris Michaela qui souhaite une longue vie au duo Raven-Giacometti et que 2015 soit une année inspirante pour la suite des aventures de Marcas, leur héros à la fois policier et franc-maçon. C'est vrai qu'eux, ils écrivent à 2 et vraiment d'une manière très... On sent qu'il y a une vraie osmose. Alors le dernier débat sera consacré aux artistes qui refusent de s'exprimer par une seule forme d'art. Alors eux, ils sont plusieurs dans leur tête et dans leur art. Et c'est Yves Bigot qui nous rejoindra. Il va vous remplacer, Alain Gerlache. Vous ne vous en voulez pas. On vous retrouvera la semaine prochaine avec Guillaume Durand, qui aura récupéré sa voix. On lui souhaite. Et tout de suite, le tour du monde de l'actualité culturelle avec le Zap Culture. C'est ce funambule perché au-dessus de la place principale de la ville qui a officiellement lancé les festivités à Pilsen, l'autre capitale européenne de la culture. Un parcours lent et délicat, parsemé de magnifiques jeux d'ombre et de lumière sur les façades les plus jolies de la ville. La salle aussi fait partie du spectacle. 2400 places pour un large public, ravi de découvrir enfin les lieux, un auditorium moderne et une bonne écoute partout. C'est une des meilleures salles du monde. C'est immense et pourtant, on n'a pas l'impression d'être dans une grande arène. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action. La France des beaufs, les unes de Charlie Hebdo de 69 à 81, des livres qui s'arrachent chez les libraires. Pour faire un cadeau à un ami, parce que c'est son anniversaire demain, et je voudrais lui offrir un cadeau symbole de la liberté, de la libre expression. Alors soit on se couche, soit on se bat. On va se battre, non? Annonce la couleur. La cave d'un village au Yémen. Abdoul y a enfermé sa femme, une néerlandaise qu'il condamne à être lapidée en l'accusant d'adultère. Dans le contexte des attentats, la pièce s'est jouée sous haute protection. C'était d'ailleurs la dernière représentation parisienne. Une trentaine de dates ont été annulées. En 3 jours, on aura vécu une première et une dernière, ce qui est assez rare quand même. Bonsoir, c'est la première édition de 26 minutes. 26 minutes qui se déroulent comme un journal d'actualité, mais avec des reportages décalés, des chroniques humoristiques et des duplex bidons. Veillon en présentateur, Cuchol en chroniqueur. Je crois qu'ils aiment bien rigoler les romans, il me semble. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est facile. Ah non. Tu vois, ou qu'on pense que c'est gagné d'avance, pas du tout. Surtout pas. Non. Une première au Festival de Cannes, la 68e édition, aura non pas un, mais 2 présidents. La fine équipe, ça promet. Les réalisateurs Joel et Ethan Cohen avaient remporté la Palme d'Or en 1991 pour Barton Fink. Le Festival de Cannes se tiendra du 13 au 24 août. À l'annonce de sa nomination, certains n'ont pas caché leur surprise à Los Angeles, comme sur les plateaux de télévision à New York. C'est une compétition très difficile, avec une surprise. Marion Cotillard qui a déjà gagné. La voilà candidate pour un 2e Oscar. Ce serait du jamais vu pour une actrice française. New York, c'est une opération que je souhaite depuis longtemps. Et je suis extrêmement content qu'on retourne à New York avec ce nouveau spectacle-là pour eux. Mais en même temps, je suis conscient que c'est pas comme s'il va y avoir 2 ou 3, 4 autres chances après. C'est cette fois-ci qu'on fait marcher ça.
D'un côté, les États-Unis, de l'autre, le Mexique. Au centre, un mur, 1200 km, contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine, un flux considéré comme le plus important de l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'on filmait là-bas, on se disait mais c'est presque un laboratoire du futur, mais est-ce que ce qui se passe là-bas peut se passer aussi ici? La colère, la douleur, la tristesse, l'espoir aussi, la joie, samedi détente et un mélange de tout ça. Le Rwanda et les Rwandais ont sombré dans l'abîme, tandis que le monde est tergiversé. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, eh bien non. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Donc vous êtes bien sur 200 millions de critiques, un peu particulier puisque je suis la voix de Guillaume Durand, qui n'a plus trop de voix, donc c'est exceptionnel. 200 millions de critiques sur TV5 Monde et nous accueillons Yves Bigot. Bonjour Yves. Bonjour Estelle. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume, ne me répondez pas. Donc, nous allons parler ensemble de ces artistes polymorphes qui refusent de se cantonner à une seule expression. Alors ils peignent, ils sculptent, ils chantent, ils font du design, de la photographie, beaucoup. Et Yves, vous connaissez bien l'un d'entre eux, c'est Charles-Élie Couture. Nancéen d'origine. Nancéen. Et New-Yorkais désormais. Exactement, entre New York et Nancy. D'ailleurs, nous allons revenir sur son travail puisqu'il peint. Il chante, Immortel, son dernier album. Donc nous allons tout de suite avoir un petit aperçu du dernier travail de Charles-Élie Couture. 30 journalistes attendent. Il est là, mais il n'est pas là. Seulement son image, sur les murs ou sur des écrans. Et petit à petit, la pression monte. Après une heure d'attente, il est enfin là. L'artiste, the artist, comme on dit à New York. Le peintre, photographe, sculpteur, multitout, de retour parmi les siens. Il professe pour parler de son travail et de lui-même. Alors question, quand on est tout ça, qu'est-ce qu'on n'est pas? Je ne suis plus go-go dancer. Voilà. Je ne suis pas... je ne suis pas un méditatif statique. Je suis plutôt un actif et je rêve en agissant. Donc, insomniaque, hyperactif et très productif, ça nous donne une bonne centaine d'œuvres de tout calibre, de tout style et de tout poil à voir, avec en fil conducteur l'autoportrait omniprésent. Ce qui est formidable dans cette exposition, c'est que, à l'image de ce que j'ai montré là sur le 1 par an, il y a une évolution à la fois du travail de plasticien et une évolution personnelle. Une évolution des traits de Charles-Élie, traits dans tous les sens du terme. Vous avez 3 mois pour aller voir ça. Donc Charles-Élie Couture, l'un de ces artistes qui fait non seulement de la peinture, de la sculpture, mais aussi de la musique, faut-il le rappeler, Guillaume Durand. De plus en plus d'artistes sont ainsi polymorphes. Alors, il y a 2 catégories. Il y a des gens qui sont, j'allais dire, polymorphes, comme on est polyglotte naturellement. Et puis, il y a des gens, je vais prendre un autre exemple qui est lié au monde contemporain, c'est David Lynch. Tout d'un coup, pour des artistes comme Lynch, qui font des films quand même particuliers, Hollywood leur dit « on n'en veut plus, c'est très compliqué, etc. etc. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la peinture. Il a été exposé ici à Paris en grande pompe à la Fondation Cartier. Évidemment que le Lynch peintre est plutôt moins bon que le Lynch cinéaste, mais il y a à la fois ces 2 catégories de gens, c'est-à-dire ceux qui sont comme ça, et puis il y a une autre catégorie qui sont ceux qui se retrouvent effectivement dans une impasse tout d'un coup à un moment de leur vie et qui ont envie d'avoir une pratique artistique. Et quand il faut mobiliser tellement d'argent, tellement de capitaux, tout simplement changer d'air, comme l'a fait Charles-Élie à New York, c'est artiste de variété, je pense que ça devait le gonfler de participer à des émissions à la télévision, peut-être sans intérêt, faire toujours le même titre, etc. Tout d'un coup, le grand bol d'air, ils en ont besoin. Donc ces 2 catégories sont développées. Je pense à la photographie notamment. On a l'impression que maintenant, tous les artistes ou presque, j'exagère, mais Patti Smith qui fait de la photographie, même Michel Houellebecq, on a exposé. Clark, Nicole Aliagas, c'est-à-dire tout le monde est photographe. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment c'est la magie de l'iPhone. C'est ça. J'ai l'impression que ne disons pas de mal, on vient de parler de David Lynch. Si on pouvait laisser Nicole Aliagas là où il est, ça arrangerait tout le monde. Ce que vous dites par rapport à Charles-Élie Couture, j'ai l'impression que c'est quand même un peu les exceptions, parce que souvent quand on est des chanteurs qui soient acteurs, non, bien sûr, mais ils sont capables de s'exprimer dans vraiment beaucoup de domaines différents. Aujourd'hui, les artistes, j'ai l'impression qu'ils sont capables de s'exprimer. Alors, des chanteurs, acteurs, il y en a pléthore, ou réalisateurs, acteurs, il y en a un certain nombre aussi. Le rock, les acteurs rock. Oui, mais par contre, quelqu'un qui est capable d'écrire
un bouquin et puis en même temps d'être acteur, par exemple, ou de faire de la peinture, j'ai l'impression que c'est des modes quand même qui sont plus restreints ou dans lesquels il y a moins de passerelles. Je sais puis pas. on dit que c'est un peu compliqué. Michel, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez courant dans le monde anglo-saxon. On va prendre l'exemple de Johnny Mitchell ou John Mellencamp, qui sont aujourd'hui des peintres extrêmement reconnus après avoir été des rockstars, évidemment, planétaires. Alors que dans le monde francophone, c'est beaucoup moins facilement admis et accepté qu'on soit capable de faire plusieurs choses. Alors oui, il y a des acteurs, chanteurs, ça avait commencé déjà avec Charles Aznavour. Oui, ou Juliette Binoche qui fait de la peinture. Mais Juliette Binoche qui danse aussi. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans le cas de Charlie Lécouture, puisque c'est lui dont on vient de voir un sujet et qu'on étudie, c'est que c'est quelqu'un qui a d'abord réussi dans le monde de la chanson, d'ailleurs de manière un peu spectaculaire, puisqu'il a été le premier artiste français à avoir été signé par Island en Angleterre, directement par Chris Blackwell, donc il avait déjà cette petite propension à être international, mais c'est qu'il s'est exilé. C'est-à-dire qu'il a sa carrière confortable, on va dire, de chanteur dans le monde francophone, et il décide de couper et de rompre pour aller se transformer en artiste contemporain à New York, mais en ne bénéficiant pas de sa notoriété. Donc il se met en danger. Il accepte de se mettre en danger. Il recommence une autre vie, fille de toute notoriété, parce que moi je suis allé dans sa galerie... Et pas à 20 ans. Non, bien sûr, en ayant déjà 2 enfants, installés aux États-Unis comme lui, etc. C'est toute la famille qui a déménagé là-bas. Mais je suis allé dans sa galerie qui est sur la 36e rue 362 Ouest, pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre. Galerie d'art contemporain. Et les New-Yorkais qui rentrent et qui viennent, qui regardent et qui lui parlent, ne savent ni qu'il est Charlie Lécouture, ni même qu'il est français. Il est simplement un artiste new-yorkais. Et il a redémarré une nouvelle carrière. C'est ça que je trouve à la fois intéressant et spectaculaire, à partir de zéro. C'est-à-dire qu'il s'est réellement réinventé, mais à partir de l'idée selon laquelle, en France, il ne serait jamais pris au sérieux comme artiste, parce qu'on s'adresserait toujours à Charlie Lécouture, qui, Guillaume, vous évoquiez le fait qu'il allait faire beaucoup de télé ou beaucoup de radio, etc. Mais surtout, il avait compris qu'on l'appelait uniquement pour parler de tennis. Parce que comme il joue au tennis, d'un seul coup, il passait dans les JT de France 2 au moment de Roland-Garros, mais jamais plus comme chanteur. Ça, comme chanteur, c'était... Il m'avait dit un jour, on discutait, il avait dit « c'est nous les gars du câble ». Parce qu'ils n'avaient plus accès aux grandes chaînes hertziennes, et donc ils ne passaient plus que dans les émissions de... Oui, lui, ce n'est pas du tout de l'opportunisme. S'appelle le câble. Voilà. Pour Charlie Lécouture, ce n'est pas de l'opportunisme, alors que d'autres artistes, on pourrait se dire voilà, mais donc c'est un peu ça. Pour le coup, c'est du véritable courage, c'est de la vraie réinvention, et donc c'est un véritable acte culturel et artistique. Et j'étais heureuse de savoir qu'on abordait ce sujet à travers Charlie Lécouture, parce que je trouve, comme Patti Smith, que vous évoquiez, Estelle, qu'il y a dans ces artistes-là, peut-être là où on trace la ligne entre la polyvalence et le polymorphisme, où il y a une différence entre juste être capable de bien s'exprimer à travers différentes formes artistiques et où être un véritable artiste dans différentes disciplines. Patti Smith, elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Just Kids, c'est elle. C'est la chanteuse qui a écrit ça, c'est la poétesse qui a écrit ça. Quand elle fait de la photo, bien, c'est aussi son passé avec Mapplethorpe. Elle a une sensibilité par rapport à ce médium-là qui lui est propre. Comme Charlie Lécouture, quand il peint, quand il sculpte, quand il photographie, quand il écrit, quand il compose, il y a une intégrité dans tout ça, il y a une unicité et il y a une urgence de dire quelque chose. Quand vous dites qu'il s'est expatrié, il y avait une urgence de s'exprimer par la peinture. Patti Smith, elle a eu une urgence de s'exprimer par un roman. Et Dylan, ça fait des... Dylan, prix Pulitzer, qui a tout gagné. Enfin, il continue à tourner en faisant gling, gling, gling. J'y mets très mal Bob Dylan. Non, un peu la voix, si c'est la voix, là, c'est pas mal, justement. Là, c'est mieux, ça s'en approche. C'est notre idole avec Yves, extraordinaire. Et puis tout d'un coup, il écrit 2-3 textes qui racontent un peu l'histoire de sa vie. Il obtient le prix Pulitzer et la littérature américaine lui met... C'est un livre remarquable. Et il avait fait un très bon film qui a été un bide absolu, qui s'appelait Renaldo et Clara, mais qui était un film magnifique en hommage aux enfants du paradis. Oui, exactement. Mais cela dit, il y a un truc intéressant dans ce que vous dites, Guillaume, Yves. Mais nous sommes... Guillaume est ici. Ouais, enfin, finalement, tout le monde est tout le monde. Ici, nous sommes tous polymorphes. La preuve, c'est Estelle qui présente. C'est ça. Voilà. Non, mais dans ce que vous disiez, c'est intéressant quand vous parliez du fait que c'était peut-être plus toujours simple pour les intéressant artistes. quand je parle. Forcément, monsieur le directeur.
j'ai bien fait. Ça va. Mais vous aussi. Oh, merci, monsieur le directeur. Donc... Non, dans le fait que c'était plus facile peut-être, ou que c'était plus habituel de trouver des artistes anglo-saxons qui faisaient ça. Et je pense que c'est aussi dû, non pas à la qualité des artistes, mais au regard que leur portent les médias. Parce qu'ici, en Europe, et le public, ouais, mais le public des fois est aussi un petit peu façonné par les journalistes spécialisés. Et se rend qu'il y a une chose dont les artistes parlent souvent d'ailleurs, c'est qu'on a besoin de cataloguer les gens ici, notamment en Europe et dans l'espace francophone. Et donc c'est très 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 compliqué pour les artistes souvent de réussir à aller au-delà d'une première impression ou d'un premier public, d'une première compétence qui leur a été accordée. Alors que c'est vrai que le monde anglo-saxon, on a l'habitude, alors on parle pour la finance des faillites et on recommence, et vous faites faillite et vous recommencez, on a l'habitude de redonner une chance, la possibilité de commencer autre chose. C'est peut-être plus simple de repartir, de faire autre chose culturellement. Il y a un autre exemple que j'aurais dû citer, c'est Gérard Manset, remarquable artiste dans la musique, mais qui a fait une exposition à Bruxelles de ses toiles qui sont absolument extraordinaires. Alors, lui, évidemment, il ne souhaite pas médiatiser tellement son aspect, mais il fait aussi de la photo, il vend ses tableaux. C'est aussi un artiste polymorphe qui refuse de faire de la scène et qui refuse qu'on le voit. Donc là, il n'entre pas justement, lui, il est l'inverse de la société du spectacle. Guillaume, il est pour la compétence absolue. Vous aussi, vous avez aussi votre opinion de ces artistes polymorphes avec vos tweets. Donc le premier tweet émane du Centre culturel de Louvine du Désert, qui proposera l'un des prochains concerts de Charles-Élie Couture pour son album I'm Mortel ou Immortel, fameux jeu de mots, le voici, le voilà. Le 6 mars prochain... Réalisé par Benjamin Biolay, qui est un de ses grands fans. Donc Charles-Élie Couture qui sera en concert le 6 mars prochain dans la salle Le Ponant à Passé. Donc je répète, c'est à 10 minutes de Rennes pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Le second tweet est un tweet de Michael Camardessé, auteur et musicien, qui nous informe là que Charles-Élie Couture ajoute un concert à l'Olympia, sa tournée 2015. Un concert qui aura lieu le 28 mai 2015 dans la mythique salle parisienne, donc l'Olympia. Et vous aussi, vous pouvez tweeter, n'hésitez pas. Et c'est déjà la fin de cette émission. Les coups de cœur, c'est une tradition. Messieurs, madame, mademoiselle, un coup de cœur. Alors, j'aimerais vous parler de MU. MU, c'est donc l'initiative de deux femmes. C'est pas Manchester United. C'est pas une unité de mesure. C'est deux femmes qui ont été très impressionnées par l'art mural des muralistes à Philadelphie et qui ont rapporté à Montréal le désir d'embellir Montréal avec des murales. Donc, à ce jour, ça a été créé en 2007. Il y a 70 murales maintenant qui bonifient la ville, dans des quartiers parfois plutôt défavorisés, parfois dans le centre-ville. Il y a vraiment des merveilles. On a obtenu 1 million en cachets versés, $1 million en cachets versés à des artistes. Et entre autres, sur le mur de l'École nationale de théâtre, une murale d'un artiste établi qui rappelle les Ménines de Velázquez avec des mélanges de collages d'oiseaux. C'est vraiment sublime. Et je trouve que c'est une belle façon d'orner sa ville et de donner voix à des artistes. Donc, si vous passez par Montréal, levez les yeux sur les murs et vous risquez de voir de très belles choses. Et vraiment, ça continue de se déployer, MU. Alors, c'est un petit coup de cœur à ces deux femmes qui vraiment ont fait un travail remarquable en 8 ans. Alors, le coup de cœur, vous parliez de Velázquez, il va y avoir une grande, non pas rétrospective, parce que les Ménines ne sortiront pas, mais une grande rétrospective à Paris de Velázquez. Donc ça va être un événement mondial. Deuxièmement, mon coup de cœur, c'est un chiffre. Figurez-vous que ces 10 dernières années, il s'est construit dans le monde plus de musées que pendant tout le XXe siècle. Ce qui est quand même absolument stupéfiant quand on parle justement de la démocratisation de la culture, etc. Partout des musées, il y en a un tous les 3 jours en Chine. Donc ça nous ramène justement à ce qui s'est passé, parce qu'il y a un nouvel accrochage à la Fondation Vuitton, des musées viennent de naître à Lyon. Donc il y a tout ce mouvement. Il va y avoir un musée d'art contemporain au Maroc. Nous sommes ici avec une exposition sur les artistes contemporains marocains avec des moyens considérables. Donc je crois que beaucoup de gens qui vivent cette époque comme une époque difficile oublie que l'envers de cette époque est aussi une certaine forme de renaissance incroyable. D'ébullition artistique. Je ne sais pas, mais en tout cas, de renaissance incroyable. Et à la Fondation Vuitton, il y a un nouvel accrochage, bon, je ne vais pas continuer trop longtemps, mais avec un artiste allemand qui est un génie de l'histoire de la peinture, qui s'appelle Sigmar Polke, dont il y a une rétrospective à Londres. Il faut y aller. Très bien, Guillaume, on ira. Michel ? Alors, on parlait d'artistes polymorphes. Moi, mon coup de cœur, ou en tout cas l'artiste vers lequel j'aimerais vous renvoyer, il a un site, c'est Pascal Auberson. Alors, Pascal Auberson, c'est un peu le Charles-Élie Couture suisse, je crois qu'on peut le dire. Le site, c'est pascalauberson.ch. Pascal Auberson, c'est un type qui a connu un formidable succès au début des années 70. Il était à l'Olympia à Paris, c'était une star, adulée. Et puis, il a connu ça, il s'est dit, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ?
Donc il a donné une autre orientation à sa carrière, ne serait-ce que musicalement. Il était vers des choses qui étaient peut-être moins grand public. À côté de ça, il est polyinstrumentiste, il sait jouer d'à peu près tout. Il est danseur, il est chorégraphe, il est peintre également. Il s'intéresse aux nouvelles technologies. C'est un type qui est plus grand que la vie. C'est presque un philosophe, j'ai envie de dire, quand vous discutez avec lui, quand il a la chance de discuter avec lui, j'ai interviewé quelques fois, il est capable de vous expliquer, en coupant des légumes pour préparer une soupe, il va vous parler du rythme binaire et du rythme ternaire et vous expliquer, en coupant les légumes, quelle est la différence de l'un à l'autre, mais aussi que dans le rythme ternaire, eh bien, il manquera, la syncope, elle est là parce que c'est le souffle de la vie, alors que le rythme binaire, c'est un truc qui est plus martial, qui est plus militarisé, simplement, et dans lequel il y a moins de légèreté d'imagination. Il dit tout ça en coupant des carottes? Non, pas toujours. C'est merveilleux. On peut toujours manger en allant chez lui. Bref, c'est un type qui est plus grand que la vie et en plus, il a un site internet qui est une première à laquelle a participé un célèbre moteur de recherche carotte.ch américain, pascaloberson.ch, et vous pouvez vous promener dans son atelier, c'est presque interactif, et découvrir une grande partie de son travail. Type magnifique, c'est un bonhomme magnifique. Voilà, alors moi je vais vous parler non pas de femmes mais de vieux, avec l'autobiographie d'un de vos musiciens favoris, Carlos Santana.